Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Marcil. Benoît, merci d'être là déjà. Bonjour et merci Yannick de me recevoir. Avec grand plaisir. Benoît, tu es le dirigeant de Rome Arrangé, le créateur et le dirigeant de Rome Arrangé, c'est important de le dire. Rome Arrangé, c'est une entreprise d'informatique marine qui compte aujourd'hui 8 salariés, si je dis pas de bêtises, j'ai bien compté? C'est exactement ça. Ok. Et dans ton entreprise, tu es grand client, donc votre job, en gros, c'est d'équiper des bateaux en informatique, en système de communication, en système de navigation. Et si je résume, vous avez deux grands types de clients. D'un côté, plutôt des écuries de course au large, et là effectivement c'est beaucoup du sur-mesure, et en même temps une clientèle de particuliers auxquels tu vas vendre un système de navigation, un logiciel de navigation, etc. C'est ça? Je vois que tu as bien travaillé, c'est exactement ça. Super. Ouais, une partie course au large et une partie grand voyage. Un mot sur la structure, sur la taille, l'évolution? Alors, un mot sur la structure, oui. Rome Arrangé, né en 2004 à Fouesnant. Déménagé à Lorient en 2010. À partir de 2010, on a commencé à prendre notre envol avec 4 salariés, et puis aujourd'hui on est à 8. Super. Donc voilà. Et puis maintenant, depuis cette année, une antenne en Méditerranée. Donc on continue. On continue l'aventure. Benoît, aujourd'hui, dans le podcast, donc le principe, je le résume, c'est juste on va traiter une situation managériale que tu rencontres toi. Le pari qu'on fait, c'est que les outils et les situations et l'analyse qu'on va en faire va pouvoir servir à tous les gens qui nous écoutent. C'est gentil. Ce que je te propose, c'est que tu me racontes la situation qui est la tienne, on essaye de l'analyser ensemble et je te propose quelques outils pour répondre à ça. Ça te convient ? Très bien. Super. Très bien. Aujourd'hui, je crois que tu voulais qu'on parle un peu de la place du dirigeant et du coup peut-être la sursollicitation du dirigeant dans des structures qui est un peu qui sont plus petites. Comment est-ce qu'un dirigeant est sollicité sur entre guillemets un peu tout et n'importe quoi? Ouais, exactement. Alors avant de parler de la situation, peut-être expliquer d'où je viens, parce que j'ai créé Rome Arrangé sur un concept technique et je suis pas gérant d'entreprise à la base. Donc j'ai créé l'entreprise sur une idée et puis petit à petit je me suis retrouvé avec des salariés à gérer et du coup du management à faire. Comme tous les dirigeants. Comme beaucoup de dirigeants de petites entreprises en tout cas, ouais, certainement. Et du coup je découvre un petit peu les difficultés de gérer du personnel sur le tas au fur et à mesure. Et un des cas qui me préoccupe depuis quelque temps et de plus en plus, plus l'équipe grandit et plus ça me préoccupe, c'est la sursollicitation du gérant, enfin de ma personne, okay. Sur des sujets qui sont pas forcément nécessaires. C'est-à-dire que je suis sursollicité en tout cas au quotidien, plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois par jour par chacun des salariés sur des sujets qui peuvent être complètement banaux et dans la plupart des cas, d'ailleurs, ils ont déjà la réponse et quelquefois c'est même la seule réponse qu'il y a à apporter. Ok. Est-ce que tu as un ou deux exemples concrets de sollicitations, parce que qu'on se rende bien compte en écoutant de un truc sur lequel toi tu considères que tu devrais pas vraiment être sollicité et pour lequel ils pourraient avoir la réponse et où eux finalement te sollicitent en même. C'est quoi un ou deux exemples de situations?
Ah ouais, j'en ai un qui est rigolo, qui date d'hier soir. Hier soir, par exemple, il faut que je commence par la situation. J'ai un de mes salariés qui est en déplacement là sur un départ de course à Port-Bourgenais. Donc il est parti hier après-midi et il sait pas s'il va réussir à faire le travail dans la journée aujourd'hui. Donc on lui a réservé une chambre d'hôtel pour hier soir et on a réservé avec une option, disons, pour la soirée de ce soir, Okay. avec une annulation à midi. Hier soir, il m'appelle à 20h en arrivant à l'hôtel en me disant en fait l'annulation de la chambre pour ce soir, c'est pas demain midi, c'est ce soir minuit. Donc j'annule, sachant qu'il y a aucun engagement et aucune il est fort probable qu'il arrive à rentrer le soir, c'était la seule réponse à faire. Okay. Donc j'ai dit oui, bien sûr, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il a eu besoin de m'appeler juste pour confirmer que sa décision était la bonne, sachant que à mon sens, c'était la seule réponse à apporter. Il avait la réponse. Du coup, juste Benoît, pour qu'on comprenne, est-ce que tu as un deuxième exemple d'une situation où tu es sollicité par un collaborateur sur une validation, un autre cas, juste qu'on comprenne les éléments de récurrence qu'il peut y avoir entre les différents cas? Oui, vendredi 14 juillet, jour férié. Antoine m'appelle parce qu'il y a un problème sur un des bateaux, une des antennes satellitaires qui ne fonctionne plus. Sans doute un problème d'activation de la carte SIM. Et il m'appelle pour m'informer, en tout cas pour me demander confirmation qu'il demande bien au bateau de passer sur son système de secours. Le matériel était à bord, la carte SIM du système de secours était active. Okay. Il n'y avait pas d'autre solution et ça lui permettait de continuer sa navigation dans de bonnes conditions. Donc, à mon sens, il n'y avait pas besoin de cet appel-là. Éventuellement, de me tenir informé par la suite, mais en tout cas, pas avant d'informer le client que c'était cette chose qui était à faire. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il t'appelle avant d'en informer le client? Il vient finalement chercher quoi? Il vient chercher une validation, il vient donner un niveau d'information, il a besoin de réfléchir avec toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient chercher en t'appelant? J'ai du mal à comprendre en fait parce que il a la réponse. Donc pourquoi il a besoin de se décharger de cette prise de décision avant d'en informer le client? J'ai l'impression qu'il se sent pas légitime en fait à prendre cette responsabilité. Et à ton avis, pourquoi? J'ai pas l'impression en tout cas de brider les prises de décision, mais ce que je vis au quotidien, en tout cas, c'est une sursollicitation. Okay. Je comprends que si jamais ça se passe mal, qu'il veuille se décharger, c'est plus confortable pour lui. Mais avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres décisions à prendre. Alors, il y a énormément de choses dans ce que tu es en train de raconter. Il y a plein de sujets différents. Il y a un sujet autour des habitudes, clairement. Je vais prendre mon iPad et on va faire des dessins ensemble. Il y a un truc autour des 21 jours qui est probablement important, de comment est-ce qu'on fixe finalement une habitude, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. On a déjà parlé des 21 jours ensemble, mais je vais juste reprendre le truc. Et il y a sûrement une question sur le triangle du dirigeant entre expert, fonction et personne. Donc je vais juste y revenir en 2 mots. Le premier truc là, c'est il semblerait qu'il y ait une habitude qui se soit installée entre toi et tes équipes sur le fait qu'ils te sollicitent beaucoup sur un certain nombre de questions. L'idée des 21 jours, c'est comment est-ce qu'une habitude finalement se fixe et le nombre de fois où il faut, le nombre de répétitions qu'il faut pour qu'une habitude se fixe. Alors, il y a plein de gens qui disent des trucs très différents là-dessus. Il y a ceux qui disent il faut 12 jours, 12 fois, d'autres qui disent 21, d'autres qui disent 60. En tout cas, il y a débat sur le sujet. Mais il y a un moment où, à force de répéter une action, ça finit par devenir une habitude et ton cerveau a considéré que finalement c'était la bonne réponse. La question derrière, c'est pour toi, en tant que dirigeant, combien de fois c'est arrivé que tes collaborateurs te sollicitent et finalement que tu répondes à leurs questions? C'est arrivé 1 fois, 20 fois, 100 fois? Ah je réponds systématiquement. Ok. Même si j'essaye de leur faire comprendre qu'ils ont la réponse. Ok. C'est-à-dire que avant je disais oui fais. Maintenant j'ai tendance à dire est-ce que tu vois une autre solution? Non. Donc oui effectivement c'est la bonne réponse. Mais il n'empêche que je donne toujours la réponse.
Ok. Donc, en fait, le schéma que toi t'installes là en tant que dirigeant et ce que font quasiment tous les dirigeants de plein de structures, c'est que on va voir, ils ont tendance à répondre en expert et finalement, c'est apporter une réponse technique au questionnement d'un collaborateur. Il faut avoir en tête que dans la tête de quelqu'un, c'est vrai par exemple sur des enfants, l'idée de fixer une nouvelle habitude, si tu veux apprendre à un enfant à se brosser les dents, typiquement ça va prendre plus que 21 jours, hein, on est au courant tous les deux, mais globalement c'est de dire au bout de 21 fois où j'ai tenté une expérimentation, j'ai fait quelque chose, ça a fonctionné, c'est le je joue, je gagne, je rejoue, je regagne, je rejoue, je regagne, je rejoue. Il n'y a pas de malveillance dans la tête des collaborateurs, hein. C'est pas, ils essayent de se déresponsabiliser par ce biais-là. C'est juste que dans la relation entre vous, à partir du moment où toi tu réponds à leurs questions sans entre guillemets les interroger, dans leur cerveau, à un moment, ça devient la normale. Leur cerveau finit par leur dire, face à un problème, je pose la question à Benoît, il va m'apporter la réponse, et c'est comme ça que Benoît veut que je fonctionne, puisque c'est comme ça qu'il fait. D'accord, mais dans la relation normale, parce qu'on a quand même des relations sociales, sachant que j'ai la réponse, ouais. Le fait de pas la donner, c'est pas très bienveillant. Ah, alors, pourquoi tu dis que c'est pas bienveillant ? C'est parce que j'ai la réponse. Donc, en termes d'efficacité, j'ai la réponse, je donne la réponse. Ça dépend de ce que tu cherches à produire. Alors, on va faire un dessin très rapide. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on va dessiner un triangle pointe vers le haut. Donc jusque-là, c'est assez simple, d'accord ? Avec sur la base, on va écrire que c'est effectivement la personne. Sur un côté, c'est l'expert. Et de l'autre côté, c'est la fonction. En gros, c'est les 3 casquettes que le manager ou le dirigeant entreprise a dans son fonctionnement au quotidien. L'expert, c'est en gros la dimension de toi qui répond face à une question technique parce que tu as de l'expertise technique. Et c'est ce que tu disais en introduction tout à l'heure. Souvent, le dirigeant d'entreprise, il a monté sa boîte sur son expertise en réalité. Et derrière, cette dimension-là reste surreprésentée chez lui. La plupart des dirigeants de boîte, ils ont monté, que ce soit sur du marketing digital, sur de l'informatique marine, ils ont monté leur boîte sur leur expertise et c'est ça qui revient entre guillemets au quotidien et toute une partie de leur légitimité, ils la tirent de là. On a une dimension en nous qui est la personne, j'ai tendance à dire le petit cœur qui bat, finalement, c'est de dire, par exemple, dans des situations de conflit, quand la tension monte, souvent c'est la personne avec nos émotions qui va réagir. Et puis la 3e dimension, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction. C'est de dire, finalement, je réagis en fonction, c'est en dirigeant. Plus tu raisonnes en expert, je vais essayer de mettre de la couleur, on va voir si ça marche, pas évident. Plus tu raisonnes en expert, plus tu gagnes du temps. C'est ta réponse logique, c'est de dire, on me pose une question, si l'autre me pose la question, c'est que logiquement, il a besoin de la réponse, finalement, je vais gagner du temps si je lui apporte la réponse immédiatement. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu crées aussi, le point négatif, c'est de la dépendance. En gros, tu crées une dépendance parce que dans le cerveau de l'autre, tu es en train d'installer le fait que face à cette situation, ce que tu attends, c'est qu'il te pose la question et que toi, tu lui apportes une réponse technique. Et il le fait pas, encore une fois, de manière malveillante, c'est juste qu'à force de répétition, ça s'installe au quotidien et le cerveau qui est un peu flemmard, entre guillemets, va assez mécaniquement intégrer que c'est ça que tu attends de lui. Et que vous n'avez pas eu la conversation, mais finalement, c'est ça que tu attends de lui. De l'autre côté, il y aurait finalement... Donc ça, c'est le premier niveau, entre guillemets, de dépendance, de dire, à partir du moment où je réponds, l'autre considère, je joue, je gagne, je rejoue, je regagne, je rejoue. Donc globalement, il devient finalement dépendant à toi. Le 2e niveau de dépendance qui est un peu plus compliqué, c'est si jamais ta réponse varie d'une fois sur l'autre. Si, à une même question, tu as tout le temps la même réponse, ce qui n'est pas ton cas pour le coup, je comprends de ta mimique de visage, mais du coup, dans certaines situations, des managers vont, un jour ça va être gris clair, un jour ça va être gris foncé, un jour ça va être blanc, un jour ça va être noir, là, on active le 2e niveau de dépendance, parce que en réalité, le collaborateur ne peut pas capitaliser sur tes réponses. Si tu réponds à la même question tout le temps la même chose, forcément, au bout de 4, 5, 6 fois, à un moment, le collaborateur, il va finir par capitaliser, il se dit de toute manière, face à cette question, c'est toujours la même réponse, donc il n'y a pas de sujet. Mais certains managers, leur réponse varie. Parfois, juste parce qu'ils sont un peu malveillants et qu'ils aiment bien garder du pouvoir, souvent parce que la situation et le contexte fait que ça bouge. Donc pour le coup, premier niveau de dépendance, c'est je réponds, et 2e niveau de dépendance, ma réponse varie systématiquement. Là, ce qu'il faudrait, entre guillemets, privilégier, c'est de répondre en fonction, c'est dans mon rôle de dirigeant. Du coup, je réponds pas forcément à la question. Et du coup, ça voudrait dire quoi, répondre en fonction dans les situations de tes collaborateurs ? Pour moi, c'est justement ce que j'essaye de faire.
c'est de leur faire remarquer qu'ils ont déjà la réponse. Ok. Voire que c'est la seule réponse qui existe. Ok. Mais je me trompe peut-être. Bah, en gros, il faut finalement les aider à réfléchir sur la situation. Le point de la fonction, entre guillemets, de raisonner en fonction en tant que manager, c'est de dire, bah, finalement, face à cette question, je vais t'aider à réfléchir. Ça peut prendre plein de formes, finalement. Ça peut être de dire, typiquement, qu'est-ce que t'en penses? Voire de dire, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que t'attends, finalement, de moi dans cette situation-là? Et de leur renvoyer le fait que, au moins, de casser, entre guillemets, le cercle du fait que tu vas pas répondre mécaniquement, entre guillemets, à la question. Je peux me permettre de reprendre mon premier exemple de mon coup de fil d'hier soir, là, par exemple. Là, j'étais un peu surpris. Effectivement, j'ai dit, bah oui, très bien. De toute façon, c'est la seule chose qu'il y avait à faire. Et surtout, qu'il n'y a pas d'enjeu. Je te fais remarquer qu'il n'y a pas d'enjeu du tout. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fallu faire pour lui faire vraiment remarquer que ce coup de fil était pas nécessaire? Qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Bah, moi, je lui ai répondu ce que je pensais être juste. Ok, mais du coup... Être bon, c'est-à-dire lui dire, bah oui, t'as bien fait. Ok. Enfin, pardon, je sais pas, t'as bien fait parce qu'il n'avait pas encore annulé sa chambre d'hôtel, mais oui, effectivement, annule la chambre d'hôtel, t'as raison, c'est la seule chose à faire. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Comment est-ce que tu pouvais formuler différemment? Juste formuler différemment. Je trouve que de lui répondre pourquoi tu m'appelles pour si peu, c'était malveillant. Je suis d'accord. La formulation pourrait amener l'autre à se dire, en fait, je suis un peu en train de me faire envoyer balader. Oui, c'est ça. Entre les deux, justement, c'est ça que je cherche à avoir. C'est cet outil qui me permet d'être bienveillant et de lui faire comprendre que le coup de fil n'était pas nécessaire. Bon, ok. Alors, première option, ça peut être de dire, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, de dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, il va globalement te dérouler son argumentaire en disant, moi, j'ai l'impression qu'il faut effectivement annuler. Et là, tu peux effectivement lui dire, mais dans notre relation, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de m'appeler pour valider ce truc-là alors que t'as l'air d'avoir la réponse en tête? Qu'est-ce que t'attends spécifiquement de moi? C'est une validation, etc. Et à la limite, tu pourrais presque, troisième niveau, aller dans une logique d'analyser le risque avec lui en disant, mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres options véritablement? Et du coup, c'est quoi le risque dans cette situation-là? Mais plus de lui poser les questions que de lui apporter les réponses. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait, mais en lui apportant les réponses. Je lui ai dit, bah oui, il n'y a pas d'autre solution. Ou en tout cas, t'as raison, c'est la seule réponse à apporter. En fait, dans 90% des cas, les collaborateurs, quand ils viennent nous poser une question, ils ont déjà une idée de la réponse. Je dis 90%, en réalité, c'est pas scientifique, mais dans énormément de cas, le collaborateur a déjà la réponse. Notre choix de dirigeant, à un moment, c'est soit de dire, je valide, entre guillemets, sa réponse et je passe à autre chose. Ça revient à mon schéma qui dit, je gagne du temps, en réalité. Soit, effectivement, je l'aide à réfléchir parce que j'investis sur la situation prochaine que je vais rencontrer demain. Et de dire, finalement, demain, je voudrais qu'il ait quoi comme réflexion, comme schéma mental avant, entre guillemets, de m'appeler. Et là, du coup, par contre, la limite, c'est ce qui est en rouge là, c'est de dire, il va falloir que tu investisses du temps. En gros, plus je réponds en expert, donc j'apporte une réponse, plus je gagne du temps, mais plus je crée de la dépendance. Et on voit bien que dans ton cas, c'est exactement ce qui est en train de se passer, sans que ce soit un acte volontaire, ni de ta part, ni de la leur, mais en fait, ils t'appellent systématiquement, y compris sur des choses qu'ils ne mériteraient pas. Et répondre en fonction, ça serait finalement les aider à réfléchir, qui peut prendre plein de formes. C'est qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, quels sont les risques qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y avait d'autres options ou d'autres scénarios possibles? Voire de le confronter sous l'angle, et est-ce que tu as vraiment besoin de m'appeler pour ce truc-là, ou est-ce que finalement tu peux te faire confiance? Mais ça nécessite effectivement le côté positif, tu les aides à grandir, tu crées de l'autonomie pour eux, mais finalement tu dois aussi investir du temps. Investir du temps, ça veut dire qu'au lieu de lui répondre en 30 secondes ou en 5 secondes de dire « oui, c'est bon, annule finalement », tu lui dis « ok, pourquoi est-ce que tu m'appelles ?» Discutons-en 5 minutes. Ça va ça? Très bien. Ce qui est pas facile, on le verra probablement dans un autre podcast, mais ce qui est vraiment pas facile, c'est de se dire sur quelle situation je choisis de répondre en expert parce que j'ai pas vraiment de temps et du coup j'y vais directement et tant pis, je sais que je crée un peu de dépendance, mais là entre guillemets j'ai pas le temps et cette situation mérite entre guillemets ça. Et de l'autre côté, c'est de choisir les situations dans lesquelles, là, ça vaut le coup que je dépense entre guillemets du temps et que j'investisse avec le collaborateur.
Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, mais je savais pas où t'en étais de ton schéma. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment, justement, que le collaborateur prenne des décisions alors qu'il y a un vrai enjeu et qui aurait nécessité justement de me solliciter pour le coup? Ah, super. Le risque inverse. Bon, déjà, quand on sera arrivé là, ça veut dire que tu auras résolu ton premier niveau de problème. Dans ces cas-là, on se reverra. Non. Très bien. Alors, il y a une matrice qu'on peut utiliser si on a encore un tout petit peu de temps, qui vient du monde des assurances et que j'utilise souvent, qui peut te permettre de faire le tri. L'idée, c'est de se faire une matrice à 4 cases avec finalement 2 axes. Un axe qu'utilisent les assureurs, qui est l'axe vertical, qui est l'axe de l'impact. Qu'est-ce que la situation, entre guillemets, va avoir comme impact? Est-ce que ça va avoir un impact fort ou faible? Et puis, le deuxième axe, c'est finalement la fréquence. Est-ce que ça va arriver souvent ou pas? Donc, en gros, un assureur, il va se dire, typiquement, l'exemple de l'usine qui explose, impact extrêmement fort. Par contre, risque de fréquence extrêmement faible. Donc, elle est tout en bas à gauche. Par contre, tout en haut, pardon, à gauche. Par contre, le risque d'un dossier mal rempli, exemple, j'assure la mauvaise adresse, c'est-à-dire j'assure le siège social au lieu d'assurer le local dont on est en train de parler, ça, dans les dossiers d'assurance, il y en a plein, des trucs comme ça. Mais ça, la fréquence, elle est très forte, mais par contre, l'impact, il est très faible en réalité. Donc on est sur on est en bas à droite. Ok. Donc, avec ces 2 axes-là, tu peux répartir finalement les situations et te poser la question de à quel endroit je suis censé, moi, mettre de l'énergie dans le fait de travailler avec lui. En gros, j'aurais tendance à dire, quand il y a un impact qui est très fort, mais qu'il y a une fréquence finalement qui est très faible, là, tu as intérêt, donc c'est le cas très impactant, mais que tu rencontres pas souvent. Là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt finalement à ce que le collaborateur apprenne par lui-même, et là, tu as intérêt effectivement à être mobilisé. Donc là, tu as intérêt à répondre finalement en expert. Gros impact, mais par contre, la situation se reproduira pas, il n'y a pas de logique de capitalisation, donc allons-y, là, je peux effectivement répondre en expert. Par contre, quand tu es dans une situation où l'impact est très faible et la fréquence est très faible, le cas où en fait, que le collaborateur se trompe ou pas, globalement... finalement, ça changera pas grand-chose, c'est pas très grave. C'est un peu le truc qui a 0 impact. Là, tu peux faire quoi? Est-ce que tu as besoin de t'en mêler? Ah bah non. Et puis, c'est ça qui me prend le plus d'énergie. Ok. Là, il faut pas hésiter à laisser le collaborateur se tromper. Il a qu'à faire seul en réalité. Tu le laisses. Là, pour le coup, c'est une situation où ça n'arrivera quasiment plus jamais et de toute manière, quelle que soit la décision qu'il prend, ça aura très peu d'impact. Ok, pas grave, qu'il ne se trompe, qu'il prenne le risque, entre guillemets, tout seul. Là, tu peux travailler finalement justement sur sa prise de risque et sur finalement son autonomisation. Donc ça, c'est un truc intéressant. Les 2 cases qui restent, elles sont un peu plus compliquées à traiter. Donc si effectivement tu risques d'avoir beaucoup d'impact et beaucoup de fréquences, à ton avis, qu'est-ce que tu peux faire? Beaucoup d'impact, beaucoup de fréquences. Oui, il faut éviter cette situation à tout prix. Ou en tout cas, il faut qu'il soit vraiment très autonome dans la capacité de le faire. Bon, là, moi, j'aurais tendance à dire, ça, c'est du travail en équipe. Pour le coup, il faut trouver des solutions en équipe parce que il y a beaucoup d'impact, mais il y a aussi beaucoup de fréquences. Tu as toutes les chances que là, l'ensemble de l'équipe puisse rencontrer cette situation-là et tu as intérêt à ce que tout le monde soit aligné sur la réponse qu'il faut apporter. Donc là, toi, t'es certes un expert, mais un expert contributeur et tu aides l'équipe à réfléchir de manière collégiale. Et par contre, dans le cas où effectivement l'impact est un peu plus faible, mais la fréquence va arriver plus régulièrement, mais là, il y a effectivement moins d'impact, là, effectivement, là, il faut que tu l'aides. Là, tu travailles effectivement en fonction, en aidant le collaborateur à réfléchir, mais en individuel finalement. C'est pas forcément la bonne option, mais en tout cas, Marocco à moi, c'est un peu de dire impact fort et fréquence faible. Là, globalement, ça arrive pas souvent, c'est moi qui réponds. Fréquence faible et impact faible, dans cette case-là, globalement, laisse le collaborateur prendre son risque tout seul. Quand l'impact monte et que la fréquence monte, là, on a intérêt à ce que tout le monde soit très aligné. Donc, à la fois, je raisonne en expert, mais en tant que contributeur, et j'aide effectivement l'équipe à réfléchir, je trouve le mix. Et par contre, quand la fréquence est forte, mais que l'impact est faible, là, globalement, j'aide l'autre à réfléchir en disant, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu ferais? Quels sont tes scénarios? Mais là, on est plus en individuel qu'en équipe, parce que finalement, comme il y a une fréquence forte, mais un impact qui est faible, c'est l'occasion pour lui, effectivement, d'expérimenter des choses, et toi de le guider.
Très bien, très intéressant. Est-ce que ça, c'est un bon outil qui t'aide? Ah oui. Oui. Super. Donc, on a vu comment est-ce que je raisonne en expert et je raisonne en fonction, et quelles sont les différentes situations dans lesquelles je pourrais finalement choisir la position qui est la mienne en fonction de l'impact et de la fréquence. On arrive un peu au bout de cet épisode. Est-ce qu'on a répondu un peu à ta problématique? Est-ce que tu vois des pistes? Ah ben oui, que des solutions. Non, merci beaucoup Yannick. Top. Est-ce que tu résumerais en 2 mots, toi, comment est-ce que tu envisages de faire dans les semaines qui viennent avec chacun des collaborateurs? Tu envisages d'utiliser ça comment, et qu'est-ce que tu vas changer? Je dirais approfondir ce que j'ai déjà commencé à mettre en place, c'est-à-dire essayer de répondre plus en fonction et moins en expert sur toutes les sollicitations basiques. Ok. Et puis avancer justement dans l'avenir à la définition des risques, et ce dernier tableau était très intéressant. Ok, super. Merci beaucoup Benoît, c'était très chouette. Bonne continuation à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram, et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.